Donc le jeu étant toujours de faire un petit résumé à la fois global et puis des épisodes précédents, je redirai le mot fétiche, la phrase fétiche qui clôt l'ouverture du livre. Il y a dans le monde un objet de plus, et cet objet de plus, c'est un bâton. Et il va être question, justement, aujourd'hui, dans le premier chapitre que je vais lire, de cet objet de plus, puisqu'on s'approche de la fin du livre. Fin du livre qui n'est qu'une fin provisoire, puisque c'est la fin du tome 1, mais qui clôt véritablement, c'est pas une saga avec, où les tomes ne s'enchaînent pas comme une saga avec une histoire qui se continue, puisque dans le fond, chaque tome recommence, pas tant à partir d'un nouveau point de vue que d'un nouveau mot d'ordre. Le mot d'ordre qui enveloppe entièrement le tome 1, c'est, si l'on peut dire, le mot d'ordre de l'histoire universelle. On pourrait dire, s'il y avait à dire une autre phrase de commencement que pour ce tome 1, je suis en train de songer à un livre qui commencera par « C'était au temps de la pensée humaine ». La phrase qui aurait pu inaugurer aussi ce livre, c'était « C'était au temps de l'histoire universelle ». C'est-à-dire ce bizarre traficotage de l'histoire universelle qui n'est peut-être pas si longue et si universelle que cela, et qui n'est peut-être pas si difficile à résoudre ou à résumer, dans la mesure où, au temps de l'histoire universelle, il y a 1000 ans, deux frères qui se sont disputés un bâton. Enfin, il y en avait un qui l'avait reçu et l'autre qui le lui a pris. C'était il y a 1000 ans, en Allemagne, dans une famille qui avait voyagé de l'Allemagne à la Suisse. Et dans cette famille, deux frères qui s'appelaient Ar et Elias ont reçu l'objet de plus. L'un parce qu'il était pour lui, parce qu'il, d'une certaine manière, le méritait, et l'autre parce que, comprenant que cet objet de plus était d'une nécessité centrale, eh ben, il s'en est emparé par la violence, par la force, et ça a fait de lui une espèce de monstre dépérissant, son bâton à la main, bâton qu'il a transformé, ou qu'il a voulu transformer, en un bâton de la puissance, alors qu'il n'était autre qu'un bâton de l'intelligence. Et ces deux frères, effectivement, ont confronté l'intelligence et la puissance. Et quand le frère, qui s'appelait Hermann, a eu ce bâton de la puissance entre les mains, il est devenu aussitôt comme un administrateur de la tourbière, de la tourbe du monde, c'est-à-dire aussi bien de la foule humaine saisie dans sa propre masse et dans les couches qui la font se dévorer elle-même de génération en génération et d'étape de l'histoire en étape de l'histoire. Donc il est devenu celui qui énonce les mots d'ordre de la foule des hommes ou de la tourbe des hommes. Et cet Hermann, dans sa tourbière, a prononcé un jour de 1945, qui est l'autre bout que ce livre raconte, une phrase qui était « Je commande le moi pour la vie à venir ». Il en avait fini avec les nations et il commençait le mot d'ordre du moi, de son propre point de vue à lui, de grand faussaire de l'histoire universelle. Mais Elias, le frère volé et tué, n'était pas tout à fait mort parce qu'il dormait, ou il ne dormait pas, mais enfin il était recueilli dans la terre, plus en profondeur, et refaisait des petites visites en surface. Et Elias se retrouvera tout au long des 5 tomes. Elias est le cœur de ma narration. Alors, ça, c'est des espèces de métaphores initiales. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce livre ? En gros, ce qui s'est passé dans ce livre, c'est que des bons hommes exceptionnels de 1945
ont découvert cette histoire des deux frères, ont découvert cette histoire de la tourbe et du bâton, et ils l'ont découvert eux aussi parce qu'ils le méritaient, parce qu'ils étaient Churchill, Tolkien et un immense compositeur. Tu vois, tu parlais de la musique tout à l'heure. Un immense compositeur que pour des raisons de logique narrative, puisque ma narration est un grand voyage d'ouest en est, le grand compositeur était dans ma tête Sibelius, et il est devenu un lord écossais qui s'appelle Ian Bute. Et ce lord écossais qui a écrit une 8e symphonie, comme Sibelius et l'aura brûlé un jour, avait inventé et avait deviné des choses dans cette symphonie qui, d'une certaine manière, élucidait musicalement, si la musique pense, cette grande supercherie de l'histoire universelle. Et pour cette raison, un homme qu'il avait à son service, et qui était un homme d'exception, lui avait fait inviter Tolkien et Churchill parce que ces deux oiseaux sont tous les deux aussi des grands rêveurs mythiques. Et l'un par l'écriture, l'autre par l'histoire et le British Empire. Et cet homme d'exception qui voyait que cette musique, d'une certaine manière, racontait et avait compris l'histoire des deux frères d'Elias, l'histoire millénaire des deux frères Elias et Hermann, avait considéré que c'était le moment de leur faire savoir, d'une certaine manière, qu'il fallait qu'ils découvrent ce grand piège caché derrière l'histoire. Et la narration du livre, c'est une découverte en Écosse autour de la musique de Ian Bute, de cet événement inexpiable, à la fois de l'existence du bâton et de son vol par un homme de la puissance, et ensuite un voyage vers la source de tout cela, c'est-à-dire un voyage vers l'Est, vers l'Allemagne, vers la Germanie, en l'occurrence extraordinairement détruite après le nazisme. Et tout ce beau monde fait un voyage donc dans deux directions, qui sont les deux directions cruciales de la vie des deux frères. D'une part, dans la Saxe la plus païenne et la plus follement païenne, avec des scènes que j'ai lues récemment, en particulier dans ce qu'on appelle les Externsteine dans la forêt de Teutoburg, où, comme une espèce d'âme païenne à la façon de la Edda, de l'Yggdrasil, de la Edda nordique, c'est condensé. Et puis, un autre vers la Suisse, Lord Bute, le compositeur, lui va vers la Suisse, lâche Churchill et Tolkien qui vont vers l'Allemagne, va vers la Suisse parce qu'il va vers la grotte où se trouve depuis 1000 ans Hermann, et où Hermann, parce qu'il convoque ceux qui sont inspirés d'un peu trop d'intelligence pour les mater et les museler, l'avait convoqué. Et donc il est en route vers Sion-Valais, où se trouve Hermann. Un dernier point, le personnage du butler de Ian Bute dont j'ai parlé tout à l'heure, qui avait demandé à son maître d'inviter Churchill et Tolkien, est l'un des 70 hommes. Car il y a, depuis bien avant l'invention de l'histoire universelle, qui est assez récente, je le répète, il y a 70 hommes sur lesquels, d'une certaine manière, 70 figures sur lesquelles le monde repose. Je ne cache évidemment pas que toutes ces narrations et tous ces éléments poétiques sont en vérité dans le monde de l'étude talmudique des éléments de savoir et non pas des éléments de poésie. Donc voilà, je fais usage poétique d'éléments de savoir talmudique. Et ces 70 hommes sont tous tellement vitaux pour faire tenir le monde, parce qu'ils sont 70 nations, mais dans une signification tout autre que celle que revêt le mot nation aujourd'hui, parce qu'ils sont 70 principes de l'humain, 70 morceaux dont la totalisation forme peut-être l'humain, ne peuvent pas mourir, si bien que quand l'un d'eux meurt, ce qui arrive à tout homme, eh bien, un autre lui succède, si l'on peut dire, dans sa place, comme si être quelqu'un était, pour ces hommes-là, une place qu'on occupe, et comme ce qu'on appelle dans le Talmud le Gilgoul, et qui n'est pas tout à fait la même chose que la réincarnation dans l'hindouisme,
eh bien, ces grands principes se renouvellent d'histoire personnelle en histoire personnelle chez quelques-uns. Et on verra passer ici l'un d'eux, ou deux d'entre eux. L'un qui s'appelle Mulligan et qui est le nouveau, si je peux dire, le nouveau prototype du butler de Jan Butte, mais qui est maintenant un jeune homme. Et un autre que j'appelle Poète et qui est, lui, un Allemand, un aristocrate allemand passé rêveusement dans la SS, horrifié par les rites qu'il avait, les rites mystico-païens qu'il avait vécu dans la SS et qui a été saisi par ces tréfonds d'humanité et a fait de lui le morceau, si je puis dire, le plus intense et le plus authentique de ce que l'Allemagne a pu donner. Et donc là, je vais finir aujourd'hui ce tome 1 et le premier chapitre est un chapitre en italique parce qu'il a quelque chose de coupé du récit. Il est un immense retour en arrière. Donc chapitre 16, au commencement de cette histoire, était l'objet de plus. L'homme, qu'une langue séparée appelle Adam, n'avait pas mangé. Sur la surface de la terre, les animaux courent et s'immobilisent. On les chasse ou bien on les traite. Les animaux, eux, ne sont pas des plantes. Ils parcourent les surfaces et même quand ils sont arrêtés, ils sont posés sur le sol. Ils n'y pénètrent pas, sinon pour mourir. Or, quoi qu'il eût faim, l'homme ne se mit pas en branle. Il fut attentif à ce qu'il avait devant l'œil. Si bien qu'au lieu de repartir, par l'effet, sinon de la faim, du moins de la distraction qui finit par conduire toutes les bêtes les unes vers les autres, il persista, attendit, écouta, et s'assurant toujours mieux de chaque moment de plus à se concentrer là, se mit à penser à cet arbre. Le pensant, il n'était donc plus dans la nature, mais dans un jardin. Il fit par la pensée le chemin qui mena de la graine à cet arbre. D'abord en des ravinements très lents dessinés par la pluie sur l'écorce attendrie du sol, sa pénétration dans la terre à force de hasards, de creux introuvables, relief ménageant des voies. Aussitôt, il éprouva l'étouffante densité qui, moitié par pression, moitié par chimie, dégrade le grain qui éclate, quoiqu'il soit écrasé sur lui-même. Sa mort, son silence, un moment assez long pour oublier le temps, puis, à l'appel du ciel où il est attendu, une tige. Elle attend, elle est née. Tandis qu'en bas, il happe les sucs du sol, la tige est mue par la volonté qu'il aspire au dehors et culmine au sommet du ciel. Plus une graine, un corps haut qui durcit. Dessous, les racines mangent toujours plus. Dessus, effet des jours et des années à se trouver là, accumulé sur soi, il devient presque de pierre. De cette libre pensée, l'homme jouit. Il se ramifie, jette dans l'espace du pieu obstiné, les branches, échos aériens des racines invisibles. Les feuilles, caresses de l'arbre, sont caressées à la demande de l'homme, car s'il ne le disait pas, cela n'advenait pas, par les innombrables courants de la brise. Car il avait été dit, dans une autre langue, d'homme, il n'y avait pas pour travailler la terre. Signe écrit à présent dans la plaine l'arbre, haut comme 100 animaux. L'homme, dedans par la pensée, équivaut à la poussée de l'arbre. Au prix d'un effort ultime, il goûte d'un même geste de l'esprit la nuit des racines et le harassement de leur lutte, persévérance du premier éclat de la graine. Plénitude. Il n'est pas là. L'homme n'est pas là. L'arbre n'est pas là. Il ne pousse plus, ni lui, en bas dans la terre, ni l'autre sur le sol à le regarder. Dehors avec lui, il remonte depuis le nom d'un arbre et son jardin dans une lumière qui les baigne d'un seul mot. Il vit et il est seul. Dans le fracas du vent, une branche se brisa. À l'homme, un bâton fut donné. Il le reçut et le prit dans la main, comme je l'ai dit. Sec, c'était une pierre d'arbre. Il miroitait comme une étoile et chatoyait comme un nuage.
quoique ce fût un bâton, car c'était avec lui qu'il avait acquis les nuages et les voûtes étoilées. Il le prit non pour s'en faire une lance, à l'instar des hommes autour de lui, mais pour se reposer dans son jardin, qui fut un jardin parce qu'il l'avait pensé. Il était un homme arbre. Arbre, beau à voir et plaisant à manger. Arbre, portant sur ses branches toutes les choses qui naissent et meurent, distribuant à chacun sa vie et sa mort. Arbre, vivant. Il avait bien œuvré, cet homme. Mais en amont de lui, amont qu'il avait reconquis comme on remonte une rivière à la force d'une brasse, il y avait dans le monde un objet de plus. Et nous revenons au récit. Sion, où est arrivé Jan Bute, avec son ami poète. À Sion, capitale du Valais, il est interdit de dire « c'est beau ». Savez-vous pourquoi ? Parce qu'on vous répond immanquablement « on sait ». À Sion, on a un sacré coup de collier. À Sion, d'une certaine manière, un bonheur parfait est enfin advenu pour toujours. Il sera parfaitement vain de se demander pourquoi les rues sont pleines de ces bipèdes qui parlent sans discontinuer, pourquoi certains vivent pour s'intéresser au sport, d'autres à la nourriture, pourquoi on continue de continuer, qu'on plane le sentiment que tout cela n'a absolument aucun sens et qu'on le sait. Non, à Sion, on n'a pas ces considérations. Vous savez pourquoi ? Parce qu'en Suisse, ça coûte cher. Poète, celui des 70 hommes qui avaient traversé le destin d'un jeune aristocrate allemand, perdu dans la SS et retrouvé dans la fosse des Externsteine, avait perdu toute sa bizarrerie. Il était sorti de sa voiture et contemplait calmement la rue où il s'était garé, décorant ses petits commerces de couleurs pimpantes. Où est-il alors, ce prêcheur qui tient un bâton ? Dans un paquet cadeau, demanda Jan Bute, passablement épuisé. Nous sommes à Sion, milord, il ne faut pas aller trop vite. Je ne sais pas, je devrais peut-être foncer avec cette Rolls dans sa maison, si je la trouve, ou le poignarder avant de retourner contre moi le couteau. Et qu'auras-tu fait ? Je ne sais pas, mais s'il est vraiment l'auteur de nos maux, crois-tu qu'il existe un homme pareil ? J'avais oublié qu'il avait l'accent allemand, pardonnez-moi. Crois-tu qu'il y ait d'autres auteurs de nos maux que nous-mêmes ? J'ai l'impression de ne plus rien savoir. J'ai peur de ne plus pouvoir faire un pas sans me demander pourquoi je le fais. Tu reçois ce que tu désirais. Tu n'as jamais voulu que ton propre égarement. Où allons-nous alors ? Poète le regarda intensément. Il ressentait la souffrance de Jan Bute. Il l'avait vécue au sortir de la litière de Wewelsburg, quand son corps avait été une dernière fois exposé au regard de tigre de Himmler. Il avait dû fuir plus vite qu'il n'avait jamais couru, alors que les SS, ces machines de mort, le poursuivaient dans les escaliers des Externsteine, lames en main pour l'égorger, car il n'y a pas de place pour les balles dans le temple d'Irminsul. Il avait glissé comme de l'huile dans 10 bras qu'il avait agrippés et battus au passage. Tout ce qu'il y avait de rire allemand, de vulgarité allemande, de folie allemande l'avait 10 fois arrêté dans sa fuite, fouillé jusqu'à l'os, entravé, mais coup après coup, il avait surmonté les douleurs. Courant, il entendait « Soyez plus cruel avec lui qu'avec un juif !» Sur ses talons, un seul homme le rattrapait, mètre après mètre. Se sachant vaincu, acceptant de mourir, Poète s'était arrêté. « Sais-tu que tu aurais été l'élu du Reich ? Sais-tu qu'à présent tu deviens un Untermensch ? Sais-tu que tu vas être saigné par moi comme un agneau ? As-tu un seul mot pour te défendre avant que je te crève ? Qu'est-ce qui t'a retenu, Otten von Hohenlohe ? Est-ce le réveil de la croix dans ton petit cœur de traître ? L'amour de Charlemagne ? La peur des Juifs ? Poète était si essoufflé qu'il n'avait pu répondre. Une seule idée le hantait, stupidement. « Puis-je me rhabiller ?» avait-il demandé après une hésitation. Dans le rituel païen, il était tout nu, avec une dame. Alors l'autre avait éclaté de rire. Ce fut le moment que choisirent 2 loups pour bondir et lui sauter à la gorge dans un cri aigu et le tuer. Poète s'était évanoui. Quand il s'était réveillé, il avait repris sa course sans comprendre comment il avait hérité d'un costume si parfaitement adapté à son corps qu'il l'avait gardé tout au long de la guerre. « Où allons-nous » ? Réponds seul à ta question, dit-il à Jan Bute. Puis, il s'enfuit éperdument, seulement nourri par le feu de sa volonté. Il courut aussi longtemps qu'il avait couru ce jour-là pour disparaître dans les montagnes.
où les nations d'Europe avaient décidé d'elles-mêmes de se dissoudre, comme un glacier cède à la débâcle qui le nie. Celui qui s'appelait Jan Stuart Bute ne le reverrait plus jamais. Jan Bute avait de l'argent suisse dans les mains. Surpris par la fuite de poètes, il n'avait pas réagi quand le mystérieux garçon lui avait déposé dans les paumes une grosse liasse de billets de banque. Seul, à présent, il était au milieu d'une place. Place, rue, bar. L'enseigne énonçait un nom dont il ignorait le sens. L'absurde ne tarderait pas à être à la mode. On est en 1945. Il poussa un soupir de soulagement. La Matze. Un nom suisse sans aucun doute inoffensif comme le Finding qu'il buvait et dont il s'était enivré, jeune homme, après un concert à Genève. Il se sentait étranger dans ces lieux où les gens marchaient d'un pas évident. Des Suisses. Y avait-il des Suisses? Cela signifiait-il quelque chose? La question martelait ses tempes sous diverses formes. Y a-t-il un maître de l'histoire? Y a-t-il un maître de la langue? Pourquoi, plutôt que de mettre le pied dans la tourbe, n'avait-il pas contemplé le ciel et continué de guetter les oies sauvages et les cygnes? Dans le ciel, il y avait des nuages qui, blancs sur leur bordure, bourgeonnaient et noircissaient presque à vue d'œil. Il était temps de s'engouffrer dans le bar. Un chantonnement de langue, une cantillation de langue. Le patron parlait avec un seul client, tous deux dialoguaient comme on chante, l'accent valaisan. Le patron se retournait vers lui et lui demandait « Ce que je voudrais boire », dit mécaniquement Lord Bute en retrouvant son excellent accent français. Il ne parvenait pas à retrouver le mot. « Du Finding », compléta le patron. « Oui, sans doute. Vous n'êtes pas fatigué de boire tous les jours la même chose ?»« Et vous, avec le thé ?» L'autre l'avait identifié du tac au tac. Et Yann était un peu vexé. « Vous avez une belle ville, oui ?» le patron. « Belle montagne, oui ?» le client. « On sait » les deux. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. « Ah ben alors, si vous avez quelque chose à dire, faut le dire » reprit le patron. « Il se vante, tu vois bien. Il a été vexé parce qu'on a été trop vite. Mais il n'a rien à dire, tcheu !» Le sac à foin embraya son acolyte. « Qu'est-ce qu'il pourrait nous dire, dans le fond, que chez nous on ne connaît pas? Faut nous parler de vous. Est-ce que vous avez une maison? Est-ce que vous êtes plutôt le gars riche ou bien le gars pauvre? Si vous êtes le gars riche, c'est que vous êtes là pour aller vous emmerder à l'hôtel. Et si vous êtes le gars pauvre, c'est que vous êtes là pour le passeport, la nationalité ou l'hôtel. Tout ça, c'est avec des tac au tac. Hein. Vous n'avez pas je ne peux pas faire les deux voix quand même. Mais tout ça, ils se piquent la parole l'un à l'autre. Parce que si c'est l'hôtel, alors c'est qu'il y a aussi du Finding à l'hôtel. Et si c'est pour le passeport, alors c'est que vous ferez mieux de vous faire la queue à l'hôtel de ville pour demander une entrevue avec le président. Qu'on appelle ici le président du conseil municipal. De toute façon, à part si vous êtes de Sion, même si vous êtes vaudois, vous n'avez rien à faire ici, mon gars. Alors pourquoi vous êtes là? Parce qu'on aimerait revenir à notre parlotte, vous voyez? Dis, tu me rassures, il connaît rien au conseil bourgeoisial. Tu veux dire municipal ou bourgeoisial, tcheu? Non, je dis bourgeoisial. Mais non, tcheu, comment tu veux qu'il sache ça, le sac à foin? Jan Bute les regardait, parfaitement indifférents. Ils en furent impressionnés. Une matz? Il avait demandé, est-ce que vous avez... Il termine enfin sa question. Une matz? Il venait de compléter sa question formulée au hasard, qui avait commencé par « Vous avez ?» Cela donnait donc « Vous avez une matz ?» Les deux hommes, impressionnés par la pertinence de la question, n'osèrent se regarder tant ils avaient honte. « Une matz ici ?» demanda le patron. Il était rouge, cramoisi. « Pourquoi voulez-vous qu'on ait une matz ici ?» demanda le client pour mettre de l'huile sur le feu. Il avait brutalement oublié que la matz était le nom du bistrot. Vous savez bien que ça a été aboli par le conseil. Le patron le fourroya du regard. Il avait été sur le point de prononcer un nom interdit. Bourgeoisial interrogea Yann. Vous avez dit quoi demanda le patron, air bovin. Balayage des yeux, examen du visage, trogne, nez rouge, pas d'autre signe. Regard vers l'autre. C'est vous qui l'avez dit tout à l'heure. Conseil bourgeoisial, répéta Yann. Vous voulez dire la banque, non? La banque cantonale? Non, j'ai dit le conseil bourgeoisial. Il dit le conseil bourgeoisial, il dit. D'accord, il l'a dit, mais c'est quoi le conseil bourgeoisial? Tu crois qu'il sait? Bah, si c'est quelque chose à Sion, faut bien qu'il sache. Ça, parce que tout le monde ici sait qu'il y a un conseil bourgeoisial en plus du conseil municipal. Mais alors, s'il le sait, comment il peut demander si on a une matz?
Ces deux hommes se nommaient Fricose et Culaz. Enfin, on dirait là-bas Fricot et Cula, comme vous savez. Yann était dans une mauvaise passe, surtout qu'on lui fournissait alors son 6e verre de fin d'âne. « Je dois vous quitter, déclara-t-il. »« Mais non, il a des verres, ce gars. Ou alors il n'a pas bu assez de fin d'âne. Peut-être. Je pourrais avoir la note, il faut que je parte. » Yann était peu stable, mais un instinct lui soufflait que s'il ne sortait pas maintenant, il ne sortirait plus. Il avisa sur le comptoir un énorme couteau à côté d'un volumineux fromage. Aussi vite qu'il pouvait, il s'empara du couteau et le brandit avec autant de fureur qu'il pouvait en afficher. Les autres firent d'affreuses grimaces et des gestes des bras extrêmement expressifs qui mélangeaient l'art du moulinet du lanceur de marteau avec les gesticulations axiales du pugiliste à la française. La terreur les dévastait, c'était évident. Note de bas de page, en fait, c'était des tchéguetés du Lochenthal. Ils répétaient par là leurs prestations du lendemain. Pour des informations supplémentaires, allez en Suisse. Yann sortit, droit comme un if, quoique un peu raide, justement. Il sortit par la mauvaise porte. Il y avait la porte sur rue et la porte sur cour. Et, dans la cour, une 3e porte qui donnait par bonheur sur la rue. Au milieu de la cour, il tomba aussitôt sur la matz et en fut stupéfait. C'était un énorme morceau de bois, plutôt un tronc, arrondi à son extrémité. Il était hérissé de clous, de gros clous qu'on y avait plantés. À Sion, quand la population était en désaccord avec une décision du conseil bourgeoisial, chacun venait à la matz et y plantait son clou. Si le monde avait eu la matz, sa face en eût été changée. Justement, le cafetier et son comparse, remis de leurs émotions, venaient vers Yann avec une scie et un marteau. Yann jeta sur le sol 2 billets de banque, puis il détala comme il put en sortant par la 3e porte. Il se retrouva dans la rue sans encombre, les ogres avaient mangé les miettes du petit pousset. Mais il fut arrêté par une superbe maison blanche, haute et épaisse, pour affronter les rigueurs de l'hiver, mais noble, promettant des splendeurs. Cette maison existe. C'est la maison Super Saxo, ce qui signifie très exactement, au cas où vous n'auriez pas de souvenir du latin, au-dessus du rocher. Petite remarque, le conseil bourgeoisial, c'est, dans ma narration, il existe, le conseil bourgeoisial de Sion, il est plus ancien que le Saint-Empire romain germanique, et dans ma narration, il est entièrement au service de Hermann, avec son bâton dans sa grotte. Il fallait bien prendre un parti. Je pourrais profiter des commodités, demanda-t-il après avoir frappé comme un sonneur à l'épaisse porte de chêne. C'est réservé au conseil bourgeoisial, lui répondit d'une fenêtre au-dessus un bonhomme glacial au nez pointu et aux cheveux gras et pointus, eux aussi, qui lui donnaient quelque chose de la physionomie du hérisson. Vous voulez dire municipal ? Demanda Yann. Dites-moi, vous êtes intoléré, alors s'il vous plaît, n'en faites pas trop. Si c'est pour voler, j'appelle les gendarmes, ils sont nettement moins braves avec les tolérés qu'avec les habitants. Si c'est pour vous suicider, c'est pas ici. Il faut aller à Tourbillon. Vous avez la vue et vous en faites ce que vous voulez. Maintenant, on ferme. Et un volet fut sèchement rabattu, suivi de la fenêtre et du bouclage du loquet, satisfaisant comme une certitude qu'on répète. Yann erra dans Sion sans trouver son chemin. Il peinait à comprendre la ville, non parce qu'elle était d'un urbanisme difficile ou particulièrement sinueux. Il ne pouvait plus regarder ce qu'il avait autour de lui. Ses murs et ses toits lui paraissaient d'étranges sortilèges, tandis que le conseil bourgeoisial était à ses yeux le maître d'un secret de feu qui n'attarderait pas à étendre son empire sur son cœur. Chapitre 18. La grande peine d'un artiste épique. Là, on remonte dans le nord, en Allemagne, avec Tolkien, Churchill et Mulligan, dans les Externsteine, dans ce paysage païen. Et Mulligan aura fait bouffer un morceau de champignons hallucinogènes sur lequel notre ami Marc nous a dit des choses absolument foudroyantes la semaine dernière, il y a 15 jours. Et effectivement, ils sont encore dans un triste état, et Tolkien se remet tout juste, il est encore plus ou moins encore dans les vapes, et donc il va errer un peu dans sa propre œuvre en attendant de se réveiller. Donc chapitre 18, la grande peine d'un artiste épique. Il s'agit donc de Tolkien. Pendant ce temps, aux Externsteine, alors que s'achevait l'espèce de transe où l'avait plongé le champignon, Tolkien voyait Sam et Frodo marcher devant lui sur les champs de boue noire que sillonnait la lave horriblement luisante de Mount Doom, de la montagne du destin, dans la Seigneur des Anneaux.
Barad-dûr se mêlait dans son imagination à Mount Stuart. Le château de Lord Bute était vraiment le repère de Sauron. Le château, le repère, les nazis, les orques, l'œil, Yggdrasil, Irminsul, Charlemagne, l'église de Birmingham où il devait se confesser tous les matins au père Francis, qui ne voyait pas d'un bon œil sa liaison avec Edith, avec le Luthien, les cours, Oxford, Louis, The Eagle and Child, son pub, les tranchées et la lettre que J.B. Smith lui avait écrite tout juste avant de recevoir, lors de cette bataille de la Somme, l'obus qu'il avait agrégé au bout. Tout cela était un morceau compact de mémoire qu'il sentait, gorgé de relents végétaux. La tourbe avait pris possession de son corps et de son esprit, de toutes les zones obscures et vivantes où les deux extrêmes s'abouchaient. Penser n'importe quoi, laisser venir la moindre association de ses mots, de son imagination, tout serait vrai et d'une importance vitale. Il lui était sans doute donné un moment de génie, mais rien ne venait de lui. Tout venait de la tourbe. C'était monstrueux. Cette chose, cette matière végétale, pensait. Donc elle fut douée d'une âme. En elle, non pas les seules plantes s'étaient décomposées dans l'eau pure. Corps, mots, idées, tout avait été retenu, piégé par cette éponge qui digérait le temps, figeant toute chose qui tente d'être dans une trace définitive, écrite sur la terre comme un arrêt de mort. Il essayait de se ressaisir, de rejeter ses herbes, ses parfums, ces baisers infinis de la terre qui lui rentraient dans la bouche et l'étouffaient tout en lui offrant un autre air comme un tuyau d'oxygène qui provoque d'abord un instant de panique avant que son concentré de survie ne parvienne aux poumons du cancéreux. Pourtant, où était le chemin de son corps? Par où était le retour au monde? En se braquant contre cette ventouse de la tourbière, il ne parvenait à rien. L'horreur ne faisait que le noyer davantage dans le filtre qui saturait le moindre soupir de sa vie. Il ne pouvait plus parler aux deux autres, mais il comprit qu'il pouvait au moins retourner dans son œuvre. Il parlerait sans mal avec Frodo qui n'existait pas, tandis qu'il ne pouvait rien dire à Mulligan ni à Churchill. Ce qu'il pouvait faire, il le fit. C'est toujours ainsi que commencent les crimes. Frodo, est-ce toi? Vous? Je croyais que plus jamais. Le garçon s'était effondré. Il pleurait. Pourquoi pleures-tu, Frodo? Demanda Tolkien. Parce que Sam m'a abandonné quand il a vu le retour de Sauron. Il est parti en me disant que j'avais trahi la comté. Il m'a dit que je n'étais plus un hobbit, un fumeur d'herbe à pipe, un mangeur de fraises à la crème, que je ne valais pas plus que Gollum, et qu'il faudrait me trouver un surnom dès que je me mettrais à mon tour à pousser des grognements. Mais je ne le savais pas, dit l'auteur. Tu m'as perdu. Tu m'avais menti en me racontant que je finirais en bon et simple hobbit, seulement un peu cabossé par les épreuves. Tu te souviens de m'avoir dit ça? Je devais remettre mon petit gilet rouge, m'asseoir à ma table et écrire à mon tour, afin d'étudier mes souvenirs. Comme cela, quand moi je remonterais le cours de ma vie, toi tu inventerais une science de nos légendes. Tu te souviens? Oui, Frodo. Tu es parti. Où es-tu allé? Je suis allé avec Lord Bute et Churchill. Qui sont-ils, ces deux-là? Des hommes, égarés, comme moi. Mais pourquoi? N'es-tu pas un hobbit? N'avais-tu pas assez à faire avec moi? Les hobbits n'existent pas, mon enfant. Ils n'existent pas. Ma peine n'existe pas. Et Sam, parti avec son petit ventre et ses larmes, n'existe pas? Non. Alors Sauron a gagné, et c'est pire que la mort. Sauron a gagné, Frodo, c'est vrai, et c'est pire que la mort. Chapitre 19, l'ultime rencontre, c'est le dernier chapitre. On est à nouveau à Sion. Ian Bute continue son arpent de la vie. Dans la place du Midi, Ian Bute avait remonté la rue de Porteneuve, la rue des Remparts, la rue de la Tour, la rue de la Cathédrale, la ruelle du Chapitre, la rue de l'Église et la rue des Châteaux. Des noms en français, des noms d'église. Le Chapitre, l'Église, la Cathédrale, les Remparts. Comme tout cela insistait, travaillait, commandait. Il ne savait plus trop ce qu'il pensait. Il avait faim et soif, et trop d'errance l'avait tendu au point qu'il allait rompre. Il sortit de la ville en s'avançant dans la rue des Châteaux. Un rond-point où tournaient les voitures, puis il découvrit un rocher gris et sec. Tout autour du rocher, des vignes, et en aplat de ci de là sur le rocher, des plaques d'herbes grasses. Et des vignes, encore des vignes.
Il était accablé par les monstrueuses montagnes tout autour. Le mont Gon, le C noir. C'est écrit S-E-X, mais ça se prononce le C noir. Enfin, alors que le jour se couchait déjà, il découvrit le château de Tourbillon sur son promontoire. Il frappa. Personne n'ouvrit. À quelques pas, un grand panneau affichait un texte. Il approcha du panneau et lut, en italique, « Parmi les résidences épiscopales de notre pays, celle de Sion accepte sans aucun doute une place particulière. Aucun autre siège épiscopal ne possède en effet autant de châteaux et autres ouvrages défensifs du Moyen-Âge que Sion. Véritables emblèmes de cet endroit, les forteresses de Valère et Tourbillon se dressent sur des éminences rocheuses aux versants abrupts, haut au-dessus de la ville. L'étroite arête qui de Tourbillon descend vers le bas de la cité est marquée par les châteaux du major épiscopal et du vidome, tandis qu'une terrasse de Valère était autrefois occupée par les bâtiments de la résidence initiale des évêques, soit un corps de logis flanqué d'une tour, l'église Saint-Pierre et la curie, un donjon remplacé de nos jours par l'église de la Trinité. Cette curie a dû exister au Moyen-Âge, même si la tour ultérieure ne peut dater que du XIIe et XIIIe siècle. Sion fut en effet résidence épiscopale dès la fin du VIe siècle, c'est-à-dire dès le jour où l'évêque transféra son siège d'Octodurus, Martini, à Sion, qui lui offrait une plus grande sécurité. De respectables parties des murs de l'ancien palais épiscopal sont logées dans l'actuel théâtre. La première agglomération de Sion se trouvait probablement derrière la résidence épiscopale, dans la dépression bien protégée entre les deux promontoires rocheux de Valère et de Tourbillon. Dans quelle mesure la colonie qui a déjà existé au XIe siècle et qui est à l'ouest de Valère et de Tourbillon s'étendait jusqu'à la plaine remonte-t-elle à un peuplement romain ? C'est là une question qu'il faudrait encore élucider. Les premiers remparts, ils cernaient une petite place située directement sous la résidence épiscopale, étaient sans doute déjà là à la fin du XIe siècle, c'est-à-dire à l'âge de Hermann et Elias, tandis que les murailles entourant le complexe ci à droite de la Sionne, comprenant la cathédrale et les quartiers de Malacuria, Glavinais et Pratifori, ont été érigées vers la fin du XIIe siècle. Seuls quelques vestiges de cette enceinte extérieure ont été conservés, le plus spectaculaire étant la tour dite des sorciers, une tour défensive, coiffée d'un toit en poivrière. Elle marquait l'angle nord-ouest des remparts. Les 5 portes de la ville ont, elles, toutes disparu. Nous ne possédons aucune indication certaine sur les ouvrages qui, au début du premier millénaire, devaient défendre Sion. Il n'est pas exclu que des constructions défensives aient déjà couronné les monts de Valère et Tourbillon au commencement du Moyen-Âge. La preuve archéologique n'en a toutefois pas encore été fournie. Des documents font mention d'une curie épiscopale en 999. Tiens, c'est justement là où commence l'histoire de Hermann et de Elias. Mais nous ignorons quel était son aspect. C'est à cette date que l'évêque de Sion obtint formellement de Rodolphe III de Bourgogne le droit d'ériger des fortifications. Nous ne savons toutefois pas combien rapidement et dans quelle mesure il fit usage de ce droit. Gros panneau historique, comme vous voyez. Il pleuvait sur le rocher de Valère. Jan Stuart Bute était sous l'eau car la porte du château était close et il n'y avait pas d'arbre. Il pleuvait dru. Dans les filets de la pluie, comme entre les barreaux d'une prison, il voyait au loin la grande masse noire d'une pointe se tendre sur un drapé de reliefs allongés. Frigorifié, il avisa un chemin sur les remparts de Tourbillon. Il le prit, contourna le château, par le bas d'abord, puis par le haut. Il était aspiré. Il désirait terriblement sauter dans le vide, comme le lui avait recommandé l'intendant de la maison Super Saxo, lequel savait, lui, pourquoi l'on vient en Suisse. Que fait-on dans la nuit de la mort ? Rien, enfin. Toutes les symphonies de Jan Stuart Bute avaient été écrites dans les grincements, les étreintes du scotch et les arrangements secrets avec sa propre sécheresse, son évidente stérilité. Il avait raconté à sa main tremblante qu'elle chantait le passage des oies et des cygnes devant les fenêtres de Mount Stuart, ou encore les dangereuses forêts au suc étourdissant, mais il savait bien que les motifs étaient tombés sur la partition comme de l'encre sous les pattes d'une mouche. Les Aristochats. Dommage que le film ne soit sorti qu'en 1970. Et même si en 1970, au même titre que 2018 ne veut rien dire, ne veut plus rien dire, Jan Bute aurait trouvé dans le motif du chaton, patricien et peintre, sa propre métaphore, des pattes trempées dans la peinture et balancées sur un papier. C'est comme cela que se meuble l'ennui d'un aristocrate né trop tard, en faisant semblant de faire de la musique.
Piètre compositeur, le plus mauvais du XXe siècle, dirait un jour un horrible philosophe juif, Adorno, qui avait encore à son actif d'avoir lentement cuisiné la mort d'un philosophe juif, Walter Benjamin, qui l'écrasait de sa supériorité parce qu'il n'était pas philosophe plus que poète, mais qu'il pensait intensément. Il avait exigé de lui-même des choses bien trop dures, sans doute parce qu'il était faible et lâche, ainsi qu'il l'avait prouvé en laissant Aino, sa femme finlandaise, partir vers l'Allemagne et y embrasser une destinée qui avait condamné du même coup son propre fils. Pas un instant il n'avait évoqué sa famille, ni à Franck, à qui il faisait confiance, ni à Poète. Trop lâche et trop honteux. Il avait seulement décidé d'obéir à l'invitation folle, incompréhensible, de cet écrivain glaçant qui était venu chez lui. Qu'avaient-ils tous avec cette Suisse, avec cette ville ? Pourquoi, en la traversant, dernière énigme, lui avaient-ils tous paru de mèche ? Le vide s'offrait au-dessous de lui comme une réponse. Jan Bute avait aimé Mozart, haï sa femme et regretté son fils, et son existence avait été bien assez longue pour donner des émotions à quelques bourgeois qui se souviendraient de lui pendant quelques années dans les molletons du Barbican Center. Le bonhomme de la maison Super Saxo avait raison. Mais un jeune homme arriva, en larmes. Il venait d'une espèce de prairie au bout de laquelle une lueur rougeoyante clignotait faiblement. A-t-on produit une lueur rougeoyante ? L'entrée d'une grotte. Yann fut arraché à sa mort. Ce garçon, c'est le personnage de la partie centrale du livre, qui s'appelle Fabrizio, et qui est un jeune jésuite, qui est envoyé par le général des jésuites pour consulter le maître secret, parce que les jésuites aiment bien quand même le pouvoir, le maître secret dans sa grotte, pour aller consulter Hermann dans sa grotte. Donc l'entrée d'une grotte, Yann fut arraché à sa mort. « Qu'avez-vous » demanda-t-il. « J'ai vu ce que je ne devais pas voir, dit le jeune homme. Ne me regardez pas. » Il voulait aller son chemin. Yann le saisit fortement par le bras. « Si vous voulez parler de la mort, je l'ai regardé aussi. »« C'est pire que la mort. »« Alors c'est ce que je cherche, » affirma Yann. Tous deux s'assirent, ils regardaient la montagne. « Le Beach Horn, dit Yann. »« Oui, c'est comme cela qu'on l'appelle. »« Oui, vous avez raison, ça n'a aucun sens. »« Pourtant, c'est de la roche qui monte vers le ciel, cela ressemble à un sens. »« Vous êtes poète » demanda Yann. « Je suis géologue et prêtre de la Compagnie de Jésus. »« Je comprends, je suis musicien. Nous avons la grande chance, vous et moi, de savoir que nous débitons des fadaises. C'est juste, obligé pour un musicien. Vous venez donc de voir Hermann, n'est-ce pas ? Il m'a convoqué. Fabrizio regarda Jan Bute. Cette fois, il était entré dans la grotte où était Hermann. Il avait vu en chair morte, en décollement de peau, en horrible puanteur, en dégoût pétrifié, ce que Churchill n'avait vu qu'en rêve. Ce dont Churchill avait rêvé le début, Fabrizio, père jésuite et juif égaré, en avait constaté la fin. La compagnie, par lui, avait assuré ses arrières. L'ordre du monde était bien gardé et l'on restait à la page. Fabrizio n'avait pas le courage de mourir, d'être soi ou de trahir. Rien ne s'offrait à lui dans la congestion de chair putréfiée qui s'appelait lui-même ou bien l'âme du monde, peu importait. À cheval sur une tombe et une naissance difficile, du fond du trou, rêveusement, le fossoyeur applique ses fers. On a le temps de mourir. L'air est plein de nos cris. Ça, c'est Gogo qui dit ça en attendant Godot. Il était bien, Beckett, mais il ne savait pas à quel point il se trompait. On ne meurt pas. Moi ne meurs jamais. Du moins tant qu'Hermann n'a pas encore vomi son dernier prêche. À présent, Lord Bute et Fabrizio sont là, tous deux égarés, perdus, étrangers au monde et à leur vie. À cet instant précis, ils ne se soutiennent que de leur rencontre. Mais cela est à signaler. Cette rencontre est un heureux, un joyeux, un éblouissant trait de lumière, venu de nulle part, inattendu, comme un objet de plus. Ils ont tous les deux les yeux tournés du côté de la grotte. Un homme en sort, qui vient vers eux. Leur cœur bat à tout rompre,
Alors que le monde, plaque après plaque, sombre dans un désespoir sans fond, et sans autre bruit que le grognement perpétuel de ces chiffres et de ces décomptes, cette usine qu'on appelle le moi, lui, cet homme, semble parfaitement content. Sa marche est légère, son regard est clair, il est devant eux à présent. Yann se lève devant lui, Fabrizio lui reste assis, car il a encore peur. Je viens de chez les mendiants. Ils ont une petite cabane non loin. Savez-vous comment ils l'appellent ? Demande l'homme. Rome, dit Fabrizio. Vous vous appelez Elias ? Demande Yann. Il y a dans le monde un homme de plus. Voilà. Merci.